Eh bien, merci beaucoup, cher Michel. Restaurer veut dire redynamiser. Restaurer veut dire renaître, faire renaître. Restaurer veut dire faire revivre. Mais la question majeure que nous devions nous poser ici, c'est pourquoi restaurer les écosystèmes? Est-ce que y a-t-il un problème? Un problème d'emblée, je vous dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, les écosystèmes dans l'ensemble de la planète, et s'il faut chercher à particulariser les choses, en République démocratique du Congo, subit une pression anthropique assez importante, qui aurait pour origine les activités anthropiques, s'il faut le dire, s'il faut faire une petite répétition, les activités industrielles et même les activités de la communauté locale. Vous savez, 80% de la population congolaise est paysanne. C'est-à-dire qu'elle vit et dépend des écosystèmes. Alors, il est important de réfléchir sur un modèle rationnel qui permettra, s'il faut le dire, aux écosystèmes de se maintenir, n'est-ce pas? De l'autre côté, à la population de continuer aussi à tirer les biens et services qu'elle a toujours tirés de ces écosystèmes. Parce que, donc, pas question d'interdire, mais plutôt réfléchir sur des mécanismes de durabilité. Donc, c'est clair, parce que interdire, c'est faire disparaître même l'espèce humaine. N'est-ce pas? C'est faire disparaître l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a beaucoup de modèles, hein, il y a beaucoup de modèles qui sont mis en place, qui permettent bien entendu aux communautés locales de vivre cette vie d'équilibre, n'est-ce pas, entre la protection des écosystèmes ainsi que l'utilisation rationnelle des écosystèmes. Et je pense que c'est là où doit reposer l'idéal de l'élite congolaise, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, écoutez, aujourd'hui, nous vivons beaucoup de problèmes environnementaux, n'est-ce pas? Et parmi lesquels, je peux même citer les problèmes en vogue, le changement climatique. Le changement climatique n'est plus un mythe, c'est une réalité. Et vous vous souvenez, nous sommes en train de quand nous fûmes encore petits, déjà pendant cette période, nous devions récolter nos criquets, les makelele, comme on appelle les nzenze là. Et cela est souvent précédé par une petite pluie, qu'on appelle généralement Mboula Makelele. Mais là, nous sommes presque... Donc là, on vit des perturbations. De perturbations énormes qui, en réalité, doivent interpeller les autorités ainsi que la population dans son ensemble, ainsi que les acteurs qui militent dans ces secteurs. Donc, ça doit faire l'objet d'interpellation. Alors, c'est comme ça que nous pensons que il faut changer la façon de voir les problèmes environnementaux en République démocratique du Congo. Lorsque vous dites c'est changer la façon de voir, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut revoir la politique nationale, par exemple, dans ce secteur de l'environnement. C'est là où je voulais bien entendu m'atteler. Il faut revoir cette politique. Pourquoi? Justement parce que l'ensemble des mesures qui sont généralement proposées aux communautés locales nous donnent l'impression que ce sont des dictats qui ne vont pas dans le sens de la gouvernance participative. Une certaine collaboration avec les communautés, avec tous ceux qui doivent être impliqués dans l'action. Tous qui doivent être impliqués, parce que, écoutez, moi je fais par exemple partie de ceux-là qui pensent que
aujourd'hui réfléchir en termes du simple reboisement, avec espèce à croissance rapide. Écoutez, on a parlé du programme, comment on appelait ça, 1 million d'arbres. C'était quand même quelque chose d'intéressant. Initié par le président de la République. Tout à fait, mais c'est la matérialisation de ce programme. C'est-à-dire que nous, récepteurs d'un tel message aussi important, devrions être suffisamment outillés pour matérialiser ces programmes. Le président a dit 1 million d'arbres. Mais écoutez, quel type d'arbres? Mais toute une équipe était là. Il y a des conseillers en matière environnementale qui sont autour du président de la République. Alors, je vous laisse la balle. Et si tu peux, dans le jour qui vient, inviter un de ces experts pour qu'ils vous disent où en sommes-nous avec les projets. Mais moi, personnellement, à mon humble avis, je pense que l'idée est bonne, le projet du chef de l'État est impeccable. Mais ici, ce sont les orientations. Hein? Il faut orienter les choses dans le sens où l'appropriation du projet soit effective. Comment? Écoutez, si vous percez le monde rural, vous allez vous rendre compte que la population, à cause de la précarité, n'est-ce pas? La précarité qui se vit dans le milieu, surtout les milieux ruraux, aujourd'hui, il y a cette politique de réfléchir et d'agir à court terme. Ça va? Je peux vous scandaliser en disant que vous serez surpris d'être dans un village où il y a tel organisme qui est passé pour susciter ou orienter un projet dans le sens du reboisement, hein, avec espèce à croissance rapide. Mais écoutez, vous avez affaire à un projet où les espèces qui sont plantées n'atteignent même pas l'âge voulu, n'est-ce pas? Hein? Vous avez affaire à une population qui se permet d'attaquer les espèces à peine plantées il y a 2 ans ou 3 ans et les transforme en charbon et en bois de chauffe, ce qui n'est pas acceptable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les actions ici qui mènent à la restauration doivent être des actions réfléchies et coordonnées aussi. Et coordonnées, bien entendu, et qui ont des impacts à court, à moyen ainsi qu'à long terme. Alors, est-ce que ça veut dire déjà que des projets chez nous souffrent déjà de la respectabilité de tous ces processus? Mais c'est clair, je te donne un exemple pratique. Il y a 30 ans ici, on parlait d'un projet plante à croissance rapide, acacia, je ne citerai pas les noms du village, mais peut-être le plateau de Batéké, etc. Essayer d'évaluer ce projet. Et normalement, c'était un projet ce genre de projet, s'il faut le dire, s'inscrivait dans la vision ou dans la politique de la lutte contre les changements climatiques et tout. Mais à cause de la précarité, n'est-ce pas, il faut répondre aux besoins réels, aux besoins immédiats. La population se met à battre les arbres et faire du charbon, n'est-ce pas, ainsi que les bois de chauffe. Or, si les choses peuvent orienter, par exemple, n'est-ce pas, peuvent être orientées dans la vision, par exemple, des arbres fruitiers, n'est-ce pas, pensez-vous qu'une population qui sait qu'il a ces 1000 safoutiers ou ces 1000 orangers qui vont produire déjà dans 5 ans, 7 ans, quand bien même que par moment il faudra serrer la ceinture, et 5 ans après, il peut se permettre d'abattre ces arbres? Je pense que non, n'est-ce pas? Donc voilà. C'est comme ça que je dis ici, les orientations doivent être réfléchies et mûries, n'est-ce pas? La politique sur l'agroforesterie, par exemple, hein, c'est parmi les orientations positives qu'il faut bien entendu mettre en place pour faire face aux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés, pour répondre bien entendu positivement à cette politique de la restauration. Mais essayons d'évaluer, sur tout le temps de la République, combien sont ces projets de l'agroforesterie qui sont respectés. Vous comprenez? Parce qu'il faut répondre à un besoin
à court terme de la population. Si vous dites à ces gens-là que patientons, écoutez, nous allons reboiser autant d'hectares et après il y aura, je ne sais pas, vous allez faire de l'apiculture. Il va dire, mais l'apiculture, oui, mais en Congo là, mais qui se va dire. Donc, vous comprenez? Donc, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger ici là? Vous comprenez? Mais donc, il faut qu'il y ait compensation. Il faut non seulement compensation, il faut une politique environnementale qui résout les problèmes des communautés locales. Les communautés locales à court, à moyen et ainsi qu'à long terme. Ça fait ce qui manque chez nous. Les gens sont plus dans des discours. Ils sont dans les discours, ils sont dans des théories, alors que la pratique se veut ce genre d'orientation. Ce genre d'orientation, mais voilà. Bon, et disons-le quand même, actuellement, ou maintenant là, où nous avons à la tête du ministère de l'Environnement un environnementaliste, une dame bien connue dans ce secteur. Est-ce qu'on peut se dire que ça peut être un début d'espoir? Oui. Parce que depuis toujours, le ministère a été géré par des juristes. Maintenant, vous avez un environnementaliste à la tête. Oui, d'ailleurs, j'en profite, je salue la ministre en passant. C'est une dame très pointue qui a toujours fait preuve de beaucoup de pragmatisme en matière de questions environnementales. Mais je pense ici, vous savez, la politique environnementale, généralement, oui, sectorielle, parce que la ministre a une grande part des responsabilités, mais c'est souvent une politique globale au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement central. C'est le gouvernement central qui doit avoir une vision aussi claire en cette matière, bien définie, et c'est maintenant au secteur, comme au niveau du ministère, de prendre les choses et de voir comment faire matérialiser ça avec nos structures locales de développement, nos ONG, etc. Il faut réellement aller en appui auprès de ces gens-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas que les 80% d'argent qui ont été remis par le gouvernement se retrouvent dans les poches des individus. Alors que nous vivons le plus souvent. Oui, parce que regardez. Ça constitue un problème, mais parfois ça bloque. Je viens de dire que ce programme a été lancé en 2021, des restaurations des écosystèmes à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, on peut se poser la question dans les domaines forestiers, par exemple, qu'est-ce qui a été réellement fait ou concrètement fait pour que nous puissions espérer atteindre justement cette restauration des écosystèmes forestiers, par exemple, d'ici à 2030. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut passer par une évaluation. Il faut évidemment évaluer ce qui a déjà été fait jusque-là. Ce qui a été déjà fait jusque-là, parce que c'est comme je vous dis, par expérience, nous nous sommes rendus compte que la plupart des projets qui viennent dans ce sens sont beaucoup plus des projets, pas politiques, mais des projets de poches et de mallettes. Nous on veut se créer un peu d'argent, on crée une histoire qui ne sera pas quelque chose de concret, qui va aider à ce qu'on puisse résoudre les problèmes. Mais écoutez, mon cher ami, je vais vous dire quelque chose. Je vais chercher à créer une certaine... je vais chercher un peu à démontrer un aspect aussi important que ça. Regarde, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants, n'est-ce pas? Et les Quinois ont besoin de consommer du jus frais, n'est-ce pas? Et le jus frais, c'est avec quoi? Mais c'est avec des fruits que nous connaissons, des mangues, etc. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une entreprise ou d'une marque, mais vous voyez comment nos véhicules s'orientent vers l'Angola, vers le Louvre et consorts pour acheter du jus en carton, etc. N'est-ce pas? Alors que 5 ans suffisent pour qu'un manguier vous produise des fruits. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est de l'espace. Donc un problème de politique. Oui, est-ce que c'est de l'espace? Est-ce que ce sont des techniciens, des ingénieurs qui ne sont pas là? Mais souvent, on n'a pas surtout confiance en vous parce que lorsqu'on fait appel à ceux qui se disent techniciens et qu'on leur confie aussi des tâches, et souvent, les résultats ne viennent pas aussi. Non, mais c'est là le problème. Mais écoutez, il y a un problème non seulement de confier les responsabilités, mais ici, il y a aussi ces problèmes de suivi. Vous comprenez? Un projet doit être suivi.
Oui. On suit un projet sur base des indicateurs clairs qu'on s'est fixés, qu'il faut évaluer et regarder quand il le faut. Vous comprenez? Et quand il faut évaluer un projet, et cela ne peut pas se faire avec beaucoup de complaisance. Il faut être rigoureux dans les évaluations, et c'est cela qui permet à ce qu'on puisse recadrer les choses si et seulement si cela est nécessaire. N'est-ce pas? C'est pourquoi ici je reviens. Écoutez, une communauté qui habite Mampou ou qui habite le Kwango ici, qui a la capacité de vous produire, par exemple, autant de tonnes de safou. Ça va? Et qu'au niveau de la politique nationale, il y a les ministères des petites et moyennes entreprises ainsi que d'agriculture qui s'est décidé de développer l'industrie locale, n'est-ce pas? Pour transformer les safou et pourquoi pas pour la consommation locale ou pour l'exportation. Vous pensez que cette communauté qui est ici, dès qu'un projet qui vient dans le sens de la restauration des écosystèmes, il leur propose une semence ou une variété de safou de très bonne qualité qui vous produit à 3 ans ou 5 ans. On leur demande d'emblaver 1000 hectares ou 2000 hectares. Vous pensez que cette communauté va refuser? Ou la communauté peut se permettre cette fois-là de continuer à exercer une pression anthropique sur des safous qui sont capables de les satisfaire en 3,5, 4 ans ou 5 ans? Je pense que non. Donc je pense ici que c'est un peu ça. Il faut que nous changeons notre façon de planifier et d'exécuter nos projets. Voilà, c'est au niveau de la politique nationale. Vous l'avez dit, il faut que l'on revoie notre politique nationale. Il faut revoir la politique nationale en matière de questions environnementales, n'est-ce pas? Et voir comment mettre en application les choses au niveau sectoriel. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les ayants droit, plutôt les autorités publiques au niveau local, par exemple, ne représentent plus rien au niveau de la population de base, au niveau de la population locale. Il faut que l'État aussi s'impose dans ce sens. Mais nous avons toute une commission de l'environnement au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, au niveau du Parlement. On prend l'Assemblée nationale, le Sénat. Est-ce qu'on peut se dire que cette commission fait réellement son travail? Oui, mais écoutez, dans ces pays, vous savez, les pays souffrent d'un problème. Les textes sont là. Vous savez, des plans stratégiques d'aménagement pour la restauration des écosystèmes existent. Les inventaires forestiers, il y en a, des textes et tout existent. C'est la mise en application. Les pays souffrent de ça. Ben, ça dit que les textes sont là. Oui. Mais le pays manque des hommes qui peuvent justement appliquer ces textes. Appliquer les textes. On va continuer à pleurer. C'est chaque fois le même discours. Oui. On vous a reçu ici en 2019. Vous avez tenu ces discours. En 2022, le même discours. Ça veut dire que les choses ne vont jamais changer. Non, c'est possible que les choses changent si et seulement si il y a ce qu'on appelle ici la prise de conscience. À quel niveau? C'est à tout le niveau. Parce que vous savez, cette politique où on a l'habitude de voir le pouls dans la tête du voisin. Ouais. Hein, c'est l'autre. C'est la ministre ou le ministre qui est passé avant moi. C'est ce ministre-là qui avait eu à avoir des concessions avec XY. Non. Il faut faire un état des lieux. Quels sont les projets qui ont été lancés il y a 5 ans? Il y a ça comme projet. OK. Évaluons ces projets. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat concret? N'est-ce pas? Et partons du concret qu'on peut, cette fois-là, voir est-ce qu'il y a possibilité de reproduire le projet ou orienter les choses autrement. Parce que, comme on le dit, les effets de la restauration n'ont jamais été... en termes d'impact, les résultats sont lents. N'est-ce pas? Les actions qui mènent à la dégradation des écosystèmes sont généralement... Ça va vite. Ça va vite. Très rapidement, on peut détériorer... toute une cité, toute une région, tout un village. Mais les actions qui mènent à la restauration sont tellement lentes que il faut une prise de conscience de ces problèmes environnementaux, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à partir de cette prise de conscience que les gens vont réellement se dire, OK, quelles sont les voies, quelles sont les stratégies auxquelles il faut s'accrocher pour résoudre à court, à moyen ainsi qu'à long terme. Mais alors, il y a des études qui révèlent que
des insectes pollinisateurs sont en train de disparaître et que si on ne fait pas attention, d'ici à 2050, nous aurons un problème sérieux avec la floraison des plantes, ce qui va impacter même sur nos espaces forestiers. Ben, écoutez, oui, c'est comme je vous dis, les variations, le changement climatique influence plusieurs facteurs, Oui. notamment la température, l'humidité, etc. Et vous savez, la température, c'est un facteur très important, c'est un élément très important qui intervient, par exemple, dans l'éclosion des insectes ou dans le processus de la reproduction, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que les chercheurs entomologistes nous disent qu'il y a perte de la biodiversité dans ce sens. Mais écoutez, il y a plusieurs techniques, n'est-ce pas? Il y a plusieurs techniques auxquelles nous pouvions recourir pour restaurer les écosystèmes. Ça va? Il y a des techniques naturelles, comme vous dites, des techniques naturelles. Par exemple, actuellement, il y a une technique que beaucoup de gens ne connaissent pas, que nous sommes personnellement, que je suis en train d'expérimenter dans le cadre de mes recherches personnelles. C'est une technique qu'on appelle la technique de nucléoaction. Ça va? C'est une technique qui venait à peine d'être mise à la portée de chercheurs et à la portée des exécutants, des entrepreneurs et des acteurs qui militent pour l'environnement, qui consiste à restaurer des forêts partant d'une plante mère qui a la capacité de produire des petits via la multiplication générative. C'est-à-dire, partant de ces graines, vous pouvez créer des îlots et des îlots de forêt et les contrôler de créer même des forêts uniformes dans une zone. Et ici, quand il faut pratiquer cette action, il faut beaucoup plus militer pour des espèces qui ne sont pas exotiques, pour des espèces qui sont endémiques. C'est-à-dire qu'ici, l'aspect est entré à la concurrence, etc. Et vous les mettez un peu de côté. Hein? À la dominance, etc. Donc c'est possible avec nos espèces ici. Et vous pouvez opter pour des espèces à chenilles, par exemple. Ça va? Allez-y. Parce que si aujourd'hui, par exemple, la population se permet d'exercer cette pression, parlons de la population locale, mais parce qu'ils veulent résoudre le problème du ventre. Il faut manger. Il faut satisfaire les besoins de la population, de sa petite famille, etc. Il faut payer les frais scolaires, il faut amener les enfants à l'hôpital et je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça va? Mais si par exemple nous optons pour l'agroforesterie, et c'est pourquoi je profite de cette occasion, j'ai incessamment participé à une itinérance du Fonds social qui exécute un méga projet de PTA, hein, et qui va dans le sens de la valorisation de chaînes de valeur, hein, avec 4 spéculations, les maniocs, les maïs, les riz, etc. Je vous dis, avec l'évolution de ces projets et l'appropriation de la communauté locale, vu les agrégateurs, cela va bouger les choses. Mais si dans ce sens, d'autres partenaires peuvent s'accrocher à un tel projet, cette fois-là, en proposant le côté foresterie dans ce qui se fait en termes de la production vivrière, je pense que on peut même tripler le résultat en termes de ce qu'on peut attendre comme rendement. Parce que parmi les espèces, par exemple la croissance rapide, il y a des espèces qui enrichissent le sol, n'est-ce pas? Alors écoutez, vous mettez des espèces d'arbres qui enrichissent le sol et qui peuvent en plus servir pour l'alimentation des porcs. Donc du coup, vous faites et de l'agriculture et de l'élevage, d'une pierre, ainsi que de la protection de l'environnement. Et ce n'est pas mystique, ce n'est pas chimie. C'est faisable si et seulement si nous mettons un minimum de sérieux dans ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et qu'on se décide de ne pas prendre l'argent et le mettre dans des poches. Donc ça veut dire, tout ce bruit qui nous passe à longueur de journée dans des chaînes de télévision, nous avons réalisé ceci, nous avons réalisé cela, nous avons initié tel projet, nous avons initié tel autre projet. Ce sont des simples bruits qui ne rapportent rien en termes des attentes. Mais essaye de sillonner le Congo. Nous avons quand même eu la chance de parcourir plusieurs provinces. Mais vous allez vous rendre compte que vous trouvez des pancartes, projets de réhabilitation, de restauration,
je sais pas, des espaces, etc. Et quand vous arrivez, vous ne trouvez rien. Rien du tout. Mais peut-être on a sorti aussi de l'argent. Mais c'est ce que je dis. Ça dit que finalement, chez nous, tout est cop. Ça dit qu'on monte une histoire et on sait déjà que ça ne sera pas une histoire vraie. Et surtout que le Congolais oublie vite. Voilà. Hein, bon, on va lancer une histoire, on fait un peu de bruit, les autorités sont saisies, ils savent que c'est quelque chose de sérieux. Et après, on récupère l'argent, rien ne se fait. Quelque temps après, on oublie. Alors que ce qui serait facile, comme vous dites, dans ce genre de choses, c'est que projet de restauration des écosystèmes avec des arbres fruitiers. Pratique. Au bout de 3 ans, 5 ans, ce sont des avocats que vous avez dans la vie de Kinshasa. Vous avez une grande production. Vous avez une grande production de safou. Vous avez une grande production de mangue. Et du coup, on commence à produire et transformer des mangues ici. N'est-ce pas? On peut se faire déjà de l'argent. Oui. N'est-ce pas? Alors, si vous tenez à une restauration des espèces, de bois d'œuvre, par exemple, il vous faut 50 ans ou 60 ans pour je sais pas, exploiter la limba ou exploiter l'encambala. Vous comprenez? Or, ici, l'objectif de la restauration doit être résoudre à court terme, par exemple, en termes de la séquestration de gaz à effet de serre. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. À moyen terme, par exemple, c'est avec la production. Appuyer l'économie, par exemple. C'est clair, appuyer la base économique des populations locales par la production de fruits, etc. Et à long terme, voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut tout simplement changer la façon de faire les choses. Je pense que c'est ce qui... Mais écoutez, en voyant la façon de réfléchir les Congolais à tous les niveaux, c'est que, écoutez, bon, il y a une conférence X, il faut le justificatif, justifier c'est un peu ça la manie pour l'instant pour nous Congolais et c'est vraiment malheureux. Je pense que nous avons toute responsabilité, nous avons tout intérêt à changer un peu notre façon de voir les choses. Alors, voilà. ça va changer à quel niveau? Beaucoup de projets ont été initiés sans résultat. C'est à la population de monter au créneau pour rappeler aux autorités leur rôle. Ou ça va se passer comment? C'est à la population de se mobiliser elle-même, créer des actions, de créer des groupes de pression. Ça va se passer comment pour que finalement on puisse espérer à des actions qui vont produire des fruits et qui vont en même temps résoudre les problèmes dans tous les sens, soit à court, à moyen ou à long terme. Non, mais cette population qui doit monter au créneau, elle doit être suffisamment outillée, elle doit être suffisamment informée. Hein? Donc on profite de l'ignorance des populations. C'est clair, on profite de l'ignorance. Et cette même ignorance aussi qui a rendu la population autochtone amnésique, jusqu'à même à perdre ce que j'appellerais ici les savoir-faire endogènes de la conservation. Oui. Vous savez, incessamment, j'étais à l'Équateur. J'étais à l'Équateur où j'ai eu à parler avec un groupe assez important de peuples autochtones, que nous appelons ici les Pygmées, sur les questions profondes du savoir endogène sur la conservation. Mais vous vous rendez compte que c'est un peuple qui conserve encore ses valeurs. Hein? Et quand vous posez une question comme ça bête, écoutez, que faites-vous des excédents de vos récoltes? Quand vous récoltez autant de nsafou, autant de chenilles, autant de champignons, les excédents, qu'est-ce que vous en faites? Il dit, mais nous partageons entre communautés, nous les partageons entre familles. Ah, d'accord. Ça va? Ça fait partie des savoirs endogènes qui mènent à la protection et à la préservation des écosystèmes, de la biodiversité. Mais posez la question à mes frères qui sont ici à Kasangoulou, ici là, ou à lui là-haut, je ne sais pas au Kwangou. Que faites-vous des excédents? D'abord, que faites-vous de la récolte? Il dit, il faut vendre. Ça va? Alors, quand le marché est inondé, nous jetons les excédents. C'est comme ça que vous avez affaire. Ça pourrit, on voit des gros camions qui viennent du Congo central avec beaucoup de fruits. Beaucoup de tondolo, par exemple, de maniguettes, et avec le tas, par moment, de nos routes de dessert agricole, les produits périssent.
Écoutez, en cours de route, ces entrepreneurs ou ces commerçants, vous jettent les produits comme ça. Ça, c'est déjà un problème du point de vue et conception de valeurs culturelles en rapport avec la restauration et la protection des écosystèmes ou de l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Alors, je voulais vous poser cette question. Vous avez dit que, écoutez, il n'y a presque pas de politique, ou s'il y a une politique, ce n'est pas bien exécuté parce que les gens se cachent derrière des fausses actions qu'ils proposent pour se faire de l'argent. Oui. Alors, ma question, c'était de dire, est-ce qu'ils font exprès? Ils savent que, même si je peux poser tel acte, c'est le secteur de l'environnement, les gens ne s'intéressent pas trop. Alors, ça sera difficile que les gens soient informés de l'action que je vais mener. Vous savez, mon cher ami, généralement, la plupart des projets qui viennent en appui, ce sont des projets à caractère, dans le cadre du partenariat, des fois, privé-privé ou privé-public. Et des fois, ça ne passe pas dans tout ce qui est processus normal de passation de marché, etc. C'est-à-dire que même en termes de contentieux judiciaire, souvent l'État n'a pas une même mise, ou la justice n'a pas une même mise là-dessus. Ça va? C'est-à-dire que les bavures, ça va, qui résultent de ce genre de partenariat, ils sont gérés, ou d'ailleurs par moment, que les gens ne comprennent pas par moment, c'est l'État qui est obligé de payer le pot cassé, n'est-ce pas? En cas de non-objection ou de la non-application de la feuille de route, par moment, ces bailleurs de fonds exigent ce que j'appellerais ici le remboursement ou le truc que l'État est censé payer. Donc c'est comme ça que, bon, je pense aussi au niveau du Parlement à réfléchir, et il faut que le Parlement essaie un peu de réfléchir, voir comment rendre ce genre de partenariat profitable. Non seulement profitable, mais que ceux-là qui exécutent mal ce genre de projet soit aussi parfois poursuivis. Soit poursuivis. Mais il n'y a pas de mécanisme déjà de suivi pendant l'exécution d'un projet oui, mais qui passe par un examen, qui doit passer notamment par un examen approfondi au niveau des experts. Ça peut être des experts du gouvernement, de différentes structures de l'État qui sont concernées par l'action qui va être menée. Mon cher, écoutez, le mécanisme de suivi, généralement, il y en a, n'est-ce pas? Il y a des mécanismes de suivi, mais quand on se rend compte, par exemple, que l'argent a été détourné, quelles sont les mesures contraignantes qu'on met en place pour contraindre justement toutes ces personnes? C'est ça. C'est maintenant à ce niveau-là qu'il faudra réellement réfléchir. Ça va? J'ai vu la ministre d'État sortant de l'environnement, quand elle est partie, les gens sont montés au créneau. On a vu au niveau du ministère, les gens, comme si elle était chassée. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle était là, vous ne disiez rien. Bon, ça veut dire que même l'administration chez nous ne fonctionne pas assez pour qu'on amène ceux qui sont censés rendre compte, qu'ils fassent réellement le travail qu'on attend d'eux. Non, mais écoutez, déjà au niveau de la loi organique, chaque ministère est régi par une feuille de route inscrite dans cette loi organique qui est attachée à chaque ministère que l'autorité du tutelle est censée respecter, n'est-ce pas? Et vous le savez très bien que dans les contextes qui est le nôtre, la Constitution prévoit ce que j'appellerais ici un mécanisme de contrôle ou de suivi qu'on appelle les enquêtes parlementaires. Oui. N'est-ce pas? Donc, c'est au Parlement à ce niveau de... J'ai parlé tantôt de la commission environnement. Oui, c'est au Parlement... Vous pouvez quand même bien faire ce travail. Oui, d'enquêter sur l'exécution et la faisabilité de certains projets auprès du ministère concerné. Oui. Et si seulement s'ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est à leur niveau de proposer
des pistes de solutions. Mais reste à savoir aussi si bon, la commission elle-même est constituée réellement de ces personnes qui maîtrisent aussi ce secteur de l'environnement. Parce que chez nous, bon, on ne tient pas compte des profils. Hein. Non, non, écoutez, pour un avoir... qu'on met ici, on peut prendre un médecin, on le met, je ne sais pas, dans le ministère de l'Agriculture, on prend, je ne sais pas, un agriculteur ou un agronome qu'on doit ramener, qu'on doit mettre comme ministre de la médecine, je voulais dire de la santé. Vous voyez que c'était un problème. Est-ce qu'on peut dire au niveau, lorsqu'on organise des élections, que l'on tienne aussi compte de ces aspects-là pour composer par exemple le Parlement? Parce qu'on voit au niveau des districts, au niveau des différentes circonscriptions électorales, on identifie les nombres, n'est-ce pas, des députés qui doivent être élus. Est-ce qu'on doit arriver à un stade où on peut se dire, au niveau du Parlement, on a besoin de tel type, de tel profil, et que l'on voit la possibilité de tenir compte de cet aspect pour être à même d'examiner, d'analyser ce genre de questions qui sont purement techniques. Même en ce que je sache, déjà la commission en charge de l'environnement, parce que j'y étais, ouais. Hein, j'ai travaillé au Parlement comme expert attaché à une structure. En ce que je sache, il y a toujours, la commission est toujours en contact avec un groupe d'experts, n'est-ce pas, qui accompagne la commission et qui accompagne même les ministères lorsque le ministère veut proposer une loi ou il faut modifier une loi, etc. Je pense qu'à ce niveau, les dispositions sont prises. Mais c'est plutôt au niveau de faire appliquer les textes, comme je dis. La mise en application. La mise en application, hein, c'est-à-dire que nous devons, hein, nous devons chasser un peu ce côté-là clientéliste, le côté fanatique. Mettre là. l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Oui, parce que c'est X, parce que nous sommes de telle famille politique. Bon, celle-là, elle est la nôtre. Bon, quand bien même qu'on nous sommes rendus compte que les projets d'exécution de 10 000 hectares de safoutiers ou de manguiers n'ont pas été exécutés, bon, la personne n'est pas redevable. C'est ce que nous devons combattre. Et nous devons combattre ça c'est vraiment un grand défi. C'est ce qu'il faut combattre. Un défi que nous devons relever. Ouais. Je l'ai dit tantôt, 2030, c'est dans 4 ans et demi. 2030, c'est dans 4 ans et demi. Ouais. Est-ce que pendant ces temps, on sera à même de se dire, quand même, on a réussi quand même à restaurer les écosystèmes forestiers? Avec la réflexion que vous venez de faire, c'est-à-dire que si on devait mettre en application tout ce que vous venez de faire comme proposition, est-ce que dans les 4 ans qui nous restent ici, on pourra quand même réussir à faire quelque chose? Bon, écoutez, moi je pense que la personne qui est déterminée dans la vie, la personne qui est patiente dans la vie, ne s'accroche pas trop à l'horloge, ne s'accroche pas trop à la montre. Parce que par moment, l'homme a tendance à confondre la rapidité et la précipitation. Ouais. Ne nous précipitons pas. Les faits sont là. La dégradation des écosystèmes en République démocratique du Congo, c'est une réalité. Et ça continue d'ailleurs. Ça continue. La population exerce une pression assez forte sur les écosystèmes pour en tirer biens et services. Et cette population considère ce genre de comportement comme étant une forme de résilience. Okay. N'est-ce pas? Il doit survivre. Bon, écoutez, d'accord, nous sommes d'accord avec vous, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de survivre autrement? Il n'y a pas lieu d'exploiter, mais durablement? Si. Est-ce que les techniques existent? Oui. Est-ce que c'est possible de mettre ces techniques à la disposition de cette population? Oui. Comment? Quand? C'est là où résident les problèmes. Et écoutez, si nous nous mettons, il y a de la volonté politique qui doit aussi intervenir, ainsi que la sensibilisation du côté de la population qui doit être un bon récepteur. Hein, un bon récepteur, parce que vous savez, poser la question, je dis à la communauté,
dans différentes communautés ici locales. Mais est-ce que vous continuez à manger les chenilles comme ça se faisait à l'époque? Ah non, excusez-moi, j'aime beaucoup cette langue-là. On n'en trouve plus les chenilles. Mais est-ce que vous vous posez des questions sur les causes qui font que les chenilles disparaissent? Oh non, bon, Montama, à l'époque, nous avions des forêts derrière nos maisons, etc. Mais, écoute, ce sont ces plantes à chenilles qui sont aujourd'hui transformées en sticks pour satisfaire les nganantaba et les nganangulu. Vous comprenez? Bon, est-ce que pour manger du bon goulou au capella, etc., il faut uniquement utiliser des sticks? On ne peut pas recourir aux énergies renouvelables qui sont moins dépendantes des écosystèmes. Si. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc., nos frères les font. N'est-ce pas? Est-ce que nous, c'est quoi? C'est l'abondance qui nous fait ça ou quoi? Mais évidemment, par moment, on se pose un peu tant de questions sur l'existence même du Congolais que nous sommes. Donc voilà, c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour sonner cet appel à tous ces acteurs qui tiennent à l'avenir des écosystèmes en République démocratique du Congo, qui tiennent à la restauration, à la redynamisation de la vie des écosystèmes au bénéfice, j'insiste, de la population, de se mettre ensemble et de réfléchir sur des projets qui sont pratiques, réalisables, n'est-ce pas? Pas des simples imaginations. Non, des simples imaginations. Des simples histoires que l'on s'est créées. Des projets qui se limitent à des évaluations, à des études de préfaisabilité, de faisabilité, etc. Et quand vous essayez de voir la cagnotte, ce sont des millions de dollars qui s'évaporent. C'est vraiment la très mauvaise politique que nous devions combattre. Et si seulement si nous tenons à liguer ces pays à une génération qui sera écologique à 80% qui est économique. Mais en termes de pensée, en termes de... Il faut la préparer, cette génération-là. Voilà pourquoi il faut notamment que l'on puisse renforcer l'éducation environnementale, l'éducation mésolologique. Ouais. Si notre génération a échoué, espérons quand même préparer cette génération montante pour qu'elle au moins puisse agir autrement et, vous savez, essayer de corriger toutes les erreurs que nous sommes en train de commettre. Maintenant, nous arrivons à la fin. Beaucoup de stratégies ont été proposées ici, certes, mais les gouvernants sont là en train de nous suivre. C'est à eux de réfléchir effectivement sur des vrais mécanismes qu'il faut mettre en place pour réussir cette restauration des écosystèmes pour que ça ne reste pas un simple slogan. Quel est le message que vous leur lancez en ce moment? Mon frère, là, le pouvoir public a une très grande part de responsabilité en ce qui concerne l'avenir des écosystèmes en République démocratique du Congo. Ça va? Il y a un exemple que je vais te donner qui est récent. Et vous savez, Kinshasa avait autant d'espaces ouverts qui servaient à la récréation, qui étaient des poumons, quinoa pour la restauration d'une air de qualité, etc. Mais aujourd'hui, tous ces espaces ouverts sont transformés en zones habitables, n'est-ce pas? Et si vous posez la question, ce n'est pas le citoyen moyen, n'est-ce pas? C'est la classe des élites, c'est la classe des intellectuels qui se comportent en super prédateurs, n'est-ce pas? Il y a des concessions aujourd'hui c'est pas les colons ou les entreprises de l'époque coloniale ont acquises, peut-être malhonnêtement, et que l'État aujourd'hui se rend compte que ces espaces doivent revenir aux autochtones. Mais le pouvoir public a ce pouvoir, laissez-moi vous dire, de réorganiser les choses autrement. N'est-ce pas? Le pouvoir a la possibilité de dire, par exemple, à tous les autochtones, oui, vous voulez reprendre votre histoire, oui, mais moi, le ministère, moi, l'État, via l'autorité du tutelle, je me décide de récupérer ces concessions et en faire de puits de carbone. Ça veut dire, je ne vous restitue pas, vous, autorité coutumière, parce que je sais que vous allez vous lancer à
à la vente des parcelles, et d'ailleurs d'une manière anarchique, avec tout ce qui va s'en suivre comme problèmes environnementaux, comme catastrophes, hein, en termes d'érosion et tout, et tout, et tout, et tout. C'est possible. Hein. Aujourd'hui, il y a un grand projet de la route périphérique au CAD qu'on est en train de construire de l'autre côté. Mais il faut voir comment les gens maintenant se précipitent pour se taper des parcelles et avec beaucoup d'improvisation, même ces petits massifs forestiers composés des arbustes sont aujourd'hui transformés en zones d'habitation. Ça constitue un problème sérieux. Voilà, c'est un problème très très sérieux. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé j'ai toujours encouragé cette politique de faire travailler les ministères en termes de commissions interministérielles, où ces ministères clés doivent avoir l'habitude de travailler ensemble pour résoudre les problèmes cruciaux qui affectent les populations ou le pays. N'est-ce pas? Les ministères de l'Agriculture, du Développement rural, etc., ne peuvent pas travailler en solo. Ils doivent toujours travailler ensemble parce que le problème s'interpénètre. À un certain moment, le mérite ou le combat ne peut pas être individualisé. Très bien. Alors, il faut dépasser les côtés. On vient d'une telle famille politique, d'un tel parti politique. On est attaché à tel leader. Il faut réfléchir vraiment ensemble pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était Guélène Makouba, expert et doctorant en environnement. C'est lui que nous avons reçu pour vous. Avec lui, nous avons échangé autour de cette question intéressante liée à la restauration des écosystèmes, ce que doit faire la République démocratique du Congo pour y parvenir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Rodi Kebonda ainsi que toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour arriver jusque chez vous, Réli Mouvoumou. Et quant à moi, je suis très heureux d'avoir été devant vous pour vous présenter cette émission. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir en parler. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.